de ces primaires ou de ces investitures concernant donc l'élection législative et municipale à venir au Cameroun, quelle est la meilleure option sur le plan politique en ce moment? Je vous pose à vous d'abord la question, Marcel Mbonon, vous justement qui revendiquiez votre qualité d'homme politique tout à l'heure. Investiture aux primaires, qu'est-ce qui sied en 2026 au Cameroun? Ok, merci. Moi, je ne vais pas suivre cette démarche dichotomique-là. Dans tous les partis, il faudrait bien qu'il y ait des investitures. C'est le parti qui investit ses candidats aux élections. Ce n'est pas l'inverse. Alors, à la base, comment est-ce qu'au départ, comment ça doit se faire? Je viens de vivre une situation. Chez moi, je suis d'Obala. Je suis déformé, on dépend d'Obala. Notre maire est décédé. Tout à fait. Il fallait bien que... Il y ait un nouveau maire. Voilà ce que j'ai dit aux autorités administratives. Je suis ancien élève et ancien de l'ENAM. Les gens croient seulement que j'ai fait la politique ou que j'enseignais à soi. Je leur ai dit que depuis que j'étais là, j'ai toujours fait que les autorités administratives n'aient pas de problème avec les populations. De laisser la démocratie se jouer. On est contre les plis fermés venant du comité central. S'ils veulent quelque chose, que eux-mêmes, les membres du comité central, soient d'abord élus à la base. C'est pas normal que, grâce aux relations, on vous met au comité central, qu'il fallait laisser les conseillers municipaux élire le maire qui doit assurer intérim, entre guillemets. Donc pour moi, j'ai vécu ça. C'est normal qu'il y ait des primaires. Il faut qu'on puisse choisir. Mais dans notre parti, on a beaucoup amélioré le processus. Dans le temps, on enfermait des électeurs, des militants dans des concessions, on donnait beaucoup d'argent. Puis on a dit non, il y a maintenant des critères qu'il faut observer. Quelqu'un qui n'a jamais milité, puis s'il est passé par les réseaux, il se retrouve au sommet. Il peut jouer le phénomène de l'autocratisation de la vie politique, d'argent, machin, tout non. Maintenant, le vrai problème est de savoir qui doit donc choisir à la base. Qui doit choisir? Comment ça doit se faire? Dernièrement, c'était les chefs du deuxième degré, premier degré, et les présidents, je crois, des sous-sections qui devaient choisir les candidats à la députation. Je ne sais pas comment ça doit se faire, mais ça doit se faire à la base. On doit observer le principe du partage. C'est normal que toutes les communautés, toutes les composantes sociologiques soient respectées. Si nous sommes par exemple à Yaoundé, que les Mvogoda choisissent leur candidat, les Mvogobi, les Mvogotemengue. Si on est dans la ligue à Obala, que les Mvokane choisissent ses beaux-frères, choisissent leur candidat. Voilà, et que les Estrelles choisissent. C'est pas normal que quelqu'un qui est peut-être ici au Goudron, vienne comme tout, qui est dans les loges, qui a beaucoup d'argent, aille choisir. Ouais. Donc, vous ne savez pas comment ça se passe. Non, je ne savais pas. Qu'il aille choisir. Les loges interviennent partout? Oui. Vous pouvez faire la politique à un certain niveau sans être soit dans les loges, soit être écrasé par les loges. Comment ça? Tout le monde qui a la politique à un certain niveau est dans les loges? Quelqu'un me disait régulièrement que quand il était haut fonctionnaire, il a été secrétaire du ministre d'État. Il m'a dit, je te vois ici au quartier, je te connais bien. Ils ont leur... le maire qui est décédé disait au maire qui vient d'être élu qu'il a vu l'autre jour, il est initié. Il est initié. Le maire qui est mort disait qu'il était initié. Que le jeune maire, il a vu, il est initié. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je me dis seulement que peut-être qu'il se rencontre quelque part. Moi, je n'ai pas été là. L'église catholique même, qui on me dit aussi que là-bas, même au Vatican, il doit y avoir des loges d'eau. Même au football, là, à un certain niveau, qui a conçu et écrit les règles du football? Je ne sais pas. Les francs-maçons, je crois bien. Le Sénégal a gagné parce que c'est la franc-maçonnerie? Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont des francs-maçons. J'ai suivi des formations à Harvard University. C'est là-bas que viennent la plupart des présidents américains.
Non, quittons de ce couloir. Nous risquerons de laisser le sujet inscrit à l'ordre du jour. Moi, j'ai dit ceci. Il faut que les candidats soient investis. Donc, ne faites pas... Non, c'est compris. Bernard Renard, vous êtes également d'accord que l'investiture devrait primer pour ces législatives et ces municipales qui arrivent au sein du RDPC? Oui, parfait. Ici, il faut dire les choses simplement. L'enseignant vous a parlé, je pense qu'il a raison, mais il faut dire les choses simplement. Allons aux États-Unis, par exemple, pour mieux illustrer ce que je veux dire. Aux États-Unis, nous avons deux grands partis. Le parti, les démocrates et les républicains. Voilà, les démocrates et les républicains. Là-bas, un an avant l'échéance électorale de président de la République, les deux partis entrent en campagne pour les primaires. Donc, ça veut dire que au niveau des républicains comme au niveau des démocrates, beaucoup plus le parti qui n'est pas au pouvoir, il a une année entière pour choisir son candidat qui sera finalement investi par le parti. Parce qu'il faut bien l'expliquer comme ça. Il faut également dire que, d'abord, il faut préciser que les partis politiques sont des associations de droit privé de par la loi de 1990. Donc, chaque parti a son organisation interne. Mais au RDPC, par exemple, on a fait ça par le passé. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. On a fait ça par le passé. On organise des primaires. Ça veut dire que dans l'arrondissement de Yaoundé 6, par exemple, il peut avoir pour les municipales 4 listes. Dans les 4 listes, le comité central envoie une commission qui vient mettre en compétition les 4 listes concurrentes. Les 4 listes concurrentes vont au vote et le corps électoral est connu. Parce que dans le cadre communal, dans le cadre de la section départementale, c'est les membres des bureaux de section, hommes, femmes et jeunes, les membres des bureaux de sous-section, hommes, femmes et jeunes, et les présidents de comité de base qui constituent le collège électoral. Ces camarades-là vont donc au vote, ils vont départir les 4 listes en compétition. Dans les résultats, la délégation qui vient du comité central se rend donc compte que parmi les 4 listes qui étaient en lice, il y a eu numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ils prennent donc les résultats et ils vont avec au comité central. À partir de cet instant, puisqu'il ne faut pas dire des choses qui n'arrangent pas la vérité, c'est là-bas qu'on va investir, comme il a dit. Les partis investissent. Nous sommes pour... Mais là, vous avez d'abord gagné aux primaires. Voilà, je suis donc en train de vous présente le processus parfait ici. Ce n'est plus une investiture comme nous avons Non. Là, ça, c'est de la dictature. Ce n'est même pas une investiture. Nous voulons partir de la dictature, de la hiérarchie du parti à l'investiture qui est l'émanation de la base militante. C'est-à-dire le candidat du RDPC qui est investi par le comité central doit être celui-là qui a été d'abord à la base, il a été face à la base et la base lui a donné quiétude, lui a donné l'onction et c'est là le parti vient entériner un choix de la base militante. Le parti vient entériner par ce qu'on appelle l'investiture. Là, le plus fermé ne peut plus agir. Malheureusement, parfait ici. Je prends un cas d'actualité. Il est bien qu'on le dise ici parce que nous sommes sur une chaîne de télévision sérieuse. Vous savez qu'il y a eu un problème de pli fermé à Ibolova. Tout à fait. Alors, à Ibolova, lors de l'élection du président du conseil régional au Sud, les conseillers régionaux ont dit à monsieur le secrétaire national de la communication, Jacques Famundongo, qu'il n'était pas question de laisser prospérer le pli fermé. Le pli fermé dont portait le nom d'un autre candidat et les conseillers régionaux ont décidé d'élire un autre candidat, Gervais Ondon. Parfois ici, depuis donc cette élection, le président du Conseil régional du Sud a prêté serment. Il a prêté serment la semaine dernière et il sera installé le 23 janvier à venir. Il paraît qu'il est convoqué. Maintenant donc parfois ici, au comité central, puisqu'il est convoqué devant la commission, dit-on, de discipline du comité central, parce que lui, le seul crime, c'est qu'il a été plébiscité par la base, par le conseil, et on veut le sanctionner. Les conseils régionaux un peu comme les choses qu'on a vues au Maroc. Oui, c'est la magie. C'est seulement la magie. Les conseils régionaux du Sud, donc unanimement, ont fait un communiqué qu'ils ont envoyé au comité central aujourd'hui, ce matin, en lui disant que dès que vous embarrassez notre président, que nous on a élu,
nous on va vous montrer que ce n'est pas vous qui commandez le RDPC. Donc par faire ici un minimum de démocratie. Moi je parle en tant que militant du RDPC, je dis que l'investiture appartient au parti. Ça, d'après les textes, c'est clair. Mais on demande au parti d'aller demander l'aval de la base qui est le socle du parti en question. Merci, Bernard Owona. C'est vrai que Madame Abega, c'est beaucoup plus souvent compliqué au niveau du RDPC à l'approche des élections municipales et législatives, pour ne prendre que ces cas, ce problème d'investiture ou de primaire. Vous, du côté de l'UNDP, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus commode, c'est la démocratie. Vous vous moquez des attitudes et des méthodes du RDPC? Merci, mais je vais vous dire que nous ne cherchons pas à savoir ce qui se passe dans un autre parti politique en dehors de l'UNDP. Nous vivons tous dans un même pays. L'UNDP a son fonctionnement. Nous avons le président national qui donne la directive, c'est-à-dire il dit maintenant préparez les listes. Entendez-vous pour proposer les listes de ceux qui seront investis par le parti. Et ça, c'est un travail qui se fait à la base, parce que le président national n'est pas, par exemple, chez moi à ça, pour savoir que je vais aligner tel ou tel nom dans une liste. Donc, c'est un travail qui se fait à la base. Mais, généralement, le parti encourage le consensus, parce que le consensus est une méthode d'apaisement. Si les gens s'accordent sur qui doit aller et qui ne doit pas aller, ça veut dire qu'ils peuvent s'entendre sur d'autres aspects. Parce que si on s'assoit à Yaoundé et on impose l'investiture des personnes qui ne sont pas connues par la base ou alors qui ne sont pas performantes ou acceptées par la base, ça crée toujours des problèmes. Et en dehors de la constitution des listes pour les investitures, il y a un problème de positionnement à l'intérieur même de ces listes. Parce que par ordre, il y a un ordre chronologique qui doit être suivi, parce qu'il faut prévoir les cas de partage des sièges. C'est à ce niveau-là aussi qu'il y a souvent des problèmes. Et il y a les problèmes, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sacrifient pour le parti, et il y a des personnes qui pensent qu'on devrait tout faire pour elles. Donc, à ce niveau, je pense que ce soit à l'UNDP, que ce soit dans d'autres partis politiques, on devrait récompenser les efforts des uns et des autres en reconnaissant le mérite. Mais la base aussi ne devrait pas se lever pour mépriser la hiérarchie du parti, parce que tout compte fait, c'est le président national du parti qui encaisse la responsabilité. Madame Abega, oui. Vous parlez du mépris en disant que la base ne devrait pas mépriser la hiérarchie du parti. Maintenant, si ce que nous avons vécu au Conseil régional du Sud arrivait, par exemple, de votre côté, parce que quand la maison du voisin brûle, il faut déjà préparer de l'eau chez vous. Vous connaissez également les plis fermés du côté de l'UNDP? Je vais vous expliquer pourquoi je parle de la base qui ne devrait pas mépriser la hiérarchie. Lorsque les plis fermés de la hiérarchie arrivent. Nous ne sommes pas concernés par les plis fermés parce que nous n'en avons pas eu à l'UNDP. Nous parlons, disons jusqu'à présent. Nous parlons du mépris comment? Parce que si les militants, par exemple, de mon arrondissement à ça, nous décidons de faire l'UNDP à ça, sans nous référer aux consignes du parti ou alors au texte du parti. Ça veut dire que nous sommes sortis du cadre légal, du cadre logique de ce que disent les statuts et règlements intérieurs de l'UNDP. La base se plaint d'une affaire. C'est-à-dire, au lieu des investitures au sens noble du terme, on a plutôt la dictature de la hiérarchie à leur endroit. Vous comprenez? À l'UNDP? Non. Moi, je parle de l'UNDP. Je suis en train de parler de l'UNDP. Je parle de l'UNDP. Je dis ceci à l'UNDP. Chez vous n'avez aucun problème. Je n'ai pas dit que nous sommes des saints. Mais je veux dire que nous avons un président national. Qui est démocrate. Le président national écoute les cris qui viennent de la base. On lui propose, on dit, par exemple, chez moi, il ne connaît pas tout le monde à ça. S'il me connaît, il ne connaît pas tout le monde. Donc nous faisons notre liste, nous soumettons la liste à l'appréciation de la hiérarchie qui maintenant envoie une commission pour examiner
les dossiers, pour examiner les compétences des uns et des autres, pour examiner quelle sera la configuration de la liste. Donc, nous ne pouvons pas dire à la commission qui a été mandatée, par exemple, par le président national, que nous ne vous voulons pas, nous allons faire comme nous voulons. Mais c'est un problème, il y a une synergie d'action entre... À Ebolova, ils l'ont dit, encore nous n'étions pas à Ebolova. Donc nous ne connaissons pas ce qui s'est passé à Ebolova. Ça s'est vu. Non, on ne connaît pas. Est-ce qu'on était au Maroc hier, mais on a vu ce qui s'est passé au Maroc. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à Ebolova. Nous ne savons pas parce que l'UNDP est concentré sur ses objectifs. Très bien. Nous voulons nous lancer aux élections à venir et nous sommes concentrés. Et nous ne pouvons pas être concentrés en nous occupant des problèmes qui ne nous concernent pas dans la maison du voisin. Merci. Alain Douc, investiture au sens noble du terme, ou primaire, qu'est-ce qui est bien lorsque nous voulons parler des choix des candidats en politique? Et le cas des législatives et municipales à venir nous interpelle ce matin. Votre regard? Le seul problème avec les primaires, c'est la longévité du processus qui peut arriver et son coût. À part ça, ça n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que avec les primaires, il y a émulation, confrontation d'idées. Si on dit effectivement qu'on veut promouvoir la démocratie, c'est la voie à emprunter. Les différentes factions, les courants idéologiques du parti s'affrontent. On associe tant les militants que les sympathisants du parti. La base porte le parti en question. C'est formidable et c'est ce qu'il faut préconiser. Alors, les avantages de l'investiture, c'est que bon, ça limite des coûts. On n'organise rien du tout. Et puis, on instruit depuis le sommet à la base de se prononcer en faveur de tel candidat. D'accord, ça peut créer une dynamique de regroupement autour d'un candidat, une certaine harmonie, mais ça a le désavantage justement de ne pas prendre en compte des aspirations de la base, de ne pas tenir compte de la volonté générale, puisque là, c'est le sommet qui dicte ce qu'il veut, et tout le monde doit s'aligner. Alors, comparé aux primaires, parce que les primaires ont aussi comme désavantage que l'établissement en réalité du parti, lorsque cette émulation démocratique se met en œuvre et qu'on choisit des personnes qui n'arrangent pas le sommet fera tout pour, saboter, pour parler comme au quartier un tout petit peu, je veux dire quoi, la perspective qui a été initiée. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi les gars qui les arrangent ou le gars qui les arrange, ils se désolidarisent et font tout pour que l'affaire ne prospère pas. Finalement, vous allez donc voir que il y a un certain schisme qui se produit au sein du parti, et puis parfois c'est ceux du sommet qui décident, et notamment financièrement. Ils ne vont donc pas promouvoir la décision qui a été prise et qui ne les arrange pas. Donc finalement, c'est le parti un tout petit peu qui devient divisé, fragilisé. Mais dans la dynamique des primaires, quand le consensus est admis, on sait que la base, voilà ce qu'elle veut. Il y a eu confrontation d'idées, et voici l'idéologie, voici les personnalités qui se sont imposées, ou la personnalité qui se sont imposées. Alors là, ça peut même crédibiliser l'investiture. On sait qu'on a tenu compte de toutes les sensibilités du parti, et on est arrivé à un compromis, un consensus, et voilà la personne ou les personnes qu'il faut. Et maintenant, donc, on les investit et on garantit tous les moyens du parti pour les accompagner. Or, la plupart du temps, ceux qui tiennent décisionnellement le parti ou qui tiennent la bourse, quand vous n'avez pas fait ce qu'ils veulent, ils se désolidarisent et vous avez toute espèce d'embêtement. Et ça ne fait pas réduire la démocratie. Regardez un tout petit peu, c'est une incongruité de s'appeler, d'avoir comme acronyme pour un parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et tout se jette dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'horizontalité de la base, qui fait même en réalité le parti. Qu'est-ce qu'un parti sans ses militants? Qu'est-ce qu'un parti sans ses sympathisants? Alors on a une espèce de, une espèce d'aristocratie qui se crée
à l'intérieur du parti et qui commence à inféoder la base. Très et bien. ça, c'est pas beau. Il a utilisé tout à l'heure, parfait, je sors par là, l'illustration des États-Unis. Moi, c'est vrai que sur la question des primaires, on peut les utiliser trouver comme peut-être exemple, mais ça. je suis toujours embêté quand on prend comme exemple les États-Unis parce que ce n'est même pas une démocratie, c'est une plutocratie. Que ce soit chez les républicains comme chez les démocrates, vous allez voir que c'est le pouvoir de la bourse qui décide de qui aura le pouvoir politique. Donc, il y a ce puissant lobby juif, et ici, à ne pas comprendre sur le plan ethnologique, qui décide, que ce soit au niveau des républicains, que ce soit au niveau des démocrates. Si ils ne vous ont pas adoubé, monsieur, vous n'irez nulle part. C'est Et compris. ça non plus, ce n'est plus de la démocratie. Merci. Ces nombreux messages. C'est vrai que les gens veulent beaucoup plus parler du football et de Samuel Eto'o. Et quelqu'un me dit ici, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a vivement protesté contre certaines décisions arbitrales et le fonctionnement de l'arbitrage pendant la rencontre du Maroc contre le Cameroun. Et bien heureusement, à la finale, nous voyons ce scandale qui se répète. Disons que M. Eto'o a trop d'avance comme Perfecto, le seul Munkuta national. Sur papa... Bon, je ne vais pas dire l'autre nom là. C'est Yves, c'est Yvan depuis Montréal qui envoie ce message. Perfecto, dites à Bernard Owona qu'on attend sa nomination au prochain gouvernement. Non. Pour être ministre au Cameroun, surtout en ce moment précis où le président a déjà le gouvernement, il faut avoir été consulté au minimum 3 mois déjà. On peut te consulter et apprendre au l'aube. Oui, mais te consulter ne dit pas que tu seras forcément nommé. Mais on te consulte déjà parce que tu es une personne ressource sur laquelle on peut compter. Est-ce qu'il n'y a pas des nominations qui surprennent, on ne t'a jamais consulté? Rarement. Pour les postes de ministre. Bonjour le grand Perfecto et à tous tes invités sur le plateau. J'apprécie beaucoup votre nouveau décor en studio. S'agissant de la finale d'hier, ce match était déjà spirituel selon moi. Car, voyez-vous, comment est-ce qu'un joueur peut-il rater un penalty pareil? Et de cette façon, on dirait que son pied a pesé au moment de tirer. Je suis très content que les Sénégalais aient remporté cette CAN. Les Marocains ont trop triché et c'est depuis le début de la compétition. C'est Ndomo Aïs Pierre Junior depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour. L'Unkuta de la modération, justice pour Samuel Eto'o, c'est Roland Amougou de Biamassi qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, bonjour parfait, ce qui s'est passé hier lors de ce match était tout simplement pitoyable. Pour le penalty du Maroc, je pense qu'il y avait bel et bien penalty. Ce qui a entraîné la colère des Sénégalais, c'est le fait de n'avoir pas consulté la VAR sur le but du Sénégal. Merci à Claude Leroy. Félicitations encore à mon tonton Bernard Owona. Il comprendra. C'est une chama Jean-Hugues depuis un colisier et qui envoie cette contribution. Oui, je comprends. C'est un neveu. Il est ingénieur de travaux publics. Travaille à l'Est. Son père s'appelle Salapombe? Non, pas Salapombe. C'est l'autre qui devait aller à Salapombe. Salapombe est devenu illustre. Maintenant, on va garder le microphone beaucoup long pour ce qui va se tenir au Cameroun dans les prochains mois, les prochaines semaines, c'est-à-dire l'élection législative et municipale. Quelle est la voie fondamentale? C'est vrai que vous l'avez quand même donné, mais vous insistez sur quoi ce matin? Y a-t-il un message pour passer à ces personnes du comité central? Oui, moi je préfère donc prendre la casquette de militant du RDPC, mais d'abord rapidement je voudrais féliciter certains partis politiques qui font montre d'un minimum de démocratie en interne, comme le SDF, l'UNDP, comme le PCRN, c'est des partis au sein desquels les gens sont d'abord cooptés et puis ils passent devant une commission d'investiture. Donc il y a quand même une certaine organisation qui crédibilise le processus. Il y a un sérieux. Il y a un sérieux. Ça n'a rien à voir avec le RDPC où les gens vont là-bas, les créatures du président national, ils décident que parfois ici, Bernard, on a parfois ici. Non, parfois ici, Bernard, on est dangereux. Il va venir nous embrouiller là. Et on l'écarte comme ça, on ne prend même pas ton dossier. Alors donc, ce qu'il faut dire aux responsables du comité central, moi d'abord je dois préciser que moi j'ai saisi le président national du RDPC, M. Biya, je l'ai saisi par une missive qu'il va recevoir demain au plus tard. C'est un plaidoyer pour demander au président national, à défaut d'organiser un congrès dans l'avenir, parce qu'il faut renouveler tous nos oncles là et tontons qui ont vieilli,
c'est pas leur manquer du respect de dire ça. Ils ont beaucoup travaillé déjà. Il faut penser à renouveler le personnel politique, surtout dirigeants du comité central. Il le faut, parfois ici, le fin mot, il faut que en démocratie, qu'on laisse l'affaire des hautes instructions et des plus fermées et qu'on laisse le pouvoir au peuple de décider, de choisir ceux et celles qui sont appelés ou qui seront appelés à parler en leur nom au municipal et aux législatives. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Marcel Mbono. Merci à Bernard Ouana. Merci à Lendo. Merci à Madame Abega de l'UNDP, femme très dynamique, qui nous accompagne de temps en temps dans le cadre de notre production. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?